Bienvenue sur Mathérapie. Dans le cadre du chapitre des statistiques descriptives et à la suite de la vidéo d'introduction, de traitement des données et des paramètres de position d'une série statistique, nous abordons aujourd'hui les paramètres de dispersion. Considérons deux séries statistiques. Elles donnent les résultats de deux contrôles notés sur 20. Dans le premier contrôle, nous voyons une répartition entre 5 et 19 sur 20. Dans l'autre série, entre 8 et 15. Pour ces deux séries, le mode, la moyenne et la médiane valent 12. Faut-il en conclure que les séries sont semblables? L'examen de ces deux séries montre que les résultats du second contrôle sont davantage resserrés autour de la valeur moyenne que ceux du premier. On dit que la dispersion des résultats est plus forte pour le premier contrôle que pour le second. Donc, en plus de paramètres de position, nous devrons disposer d'autres paramètres pour représenter la dispersion des paramètres autour des valeurs centrales. Alors, ces paramètres vont donc indiquer la façon dont cette série s'étend autour des valeurs centrales. Nous avions vu dans l'exemple de l'introduction qu'un paramètre très facile à mesurer concerne l'étendue d'une série statistique. C'est la différence entre la plus grande et la plus petite valeur de la série statistique. Donc, dans ma première série, pour mon exemple 1, les cotes évoluent de 5 à 19 sur 20, l'étendue est de 14. Dans l'exemple 2, les cotes évoluent de 8 à 15, donc 15 moins 8, l'étendue est de 7. Malheureusement pour l'étendue, elle ne tient compte que des valeurs extrêmes de la série statistique. L'avantage, c'est que le calcul est très simple pour être réalisé. En conclusion, l'étendue est donc un médiocre paramètre de dispersion et est relativement peu utilisé. La moyenne des différences. Pour évaluer la dispersion autour de la moyenne arithmétique, l'idée qui vient spontanément est de déterminer les différences entre la moyenne et les diverses valeurs xi de la série statistique. On démontre que pour toute série statistique, la moyenne des différences est nulle. En effet, les termes sont négatifs ou positifs et les termes positifs compensent par extension les termes négatifs. Donc on a une petite démonstration qui tend à montrer, avec un symbole sommatoire, que pour chaque valeur xi, quand je calcule son écart par rapport à la moyenne xi moins x moyen, que je le multiplie par ni, donc l'effectif d'apparition du caractère xi, que je le somme et que je divise par n, je vais donc pouvoir distribuer le ni directement dans la parenthèse. Donc pour calculer la somme des ni xi moins ni x moyen, je vais donc pouvoir scinder les deux symboles sommatoires. Je vais me retrouver avec 1 sur n fois la somme des ni xi moins 1 sur n fois la somme des ni x moyen. Cependant, il est à noter que le premier terme, donc 1 sur n fois la somme des ni xi, est par définition la valeur moyenne x notée avec une barre. Si je sors du deuxième terme du symbole sommatoire, le x moyen, puisque c'est une constante, je vais me retrouver avec la somme des ni qui par définition vaut l'effectif total n. Je me retrouve donc avec x moyen moins x moyen, c'est-à-dire 0. Alors, la moyenne des différences ne sert donc à rien puisque elle est toujours égale à 0. Cependant, elle nous permet de comprendre comment fonctionne le principe de l'écart et de pouvoir imaginer une autre solution. Alors, l'autre solution est d'éviter d'annuler cette somme en travaillant uniquement avec des valeurs absolues de ces différences. Alors, on a l'écart moyen absolu. Cet écart moyen absolu est hors programme, donc dans les matières du secondaire en Belgique. Elle est également hors programme en France en terminale lorsqu'elle est abordée. Alors, cet écart moyen absolu,
je reprends exactement le même calcul que pour la moyenne des différences, mais je place l'écart xi moins x moyen en valeur absolue. Alors, si actuellement on peut facilement utiliser ce calcul avec un tableur par exemple du type Excel, en pratique, avec la machine à calculer, c'est un calcul qui est relativement lourd à effectuer pour chaque valeur. Vous devez recalculer l'écart par rapport à la moyenne, ne le prendre qu'en valeur positive, ressommer les écarts. Voilà pourquoi on a pensé à un autre paramètre de dispersion qui tiendrait compte non plus des valeurs absolues, mais du carré des écarts. Alors, ici, je vous ai montré avec un tableur Excel comment on peut travailler, comme ça vous voyez à quel point ça peut être fastidieux. Donc, quand vous avez un tableur, il va pouvoir faire les calculs pour vous, mais si vous devez le faire à la main avec une calculatrice, ce n'est pas simple. Donc, nous allons passer en revue le deuxième exemple pour la note finale de l'examen. On travaille avec un tableau recensé plus petit, donc on n'a que 6 valeurs de i, donc c'est déjà un peu plus facile à réaliser. Mais ce que l'on fait généralement en pratique, c'est de travailler avec un autre paramètre de dispersion qui s'appelle la variance. On repart de la même formule que pour la moyenne des différences, mais l'écart entre xi et la valeur moyenne est placé au carré. Alors, c'est un petit symbole pour la variance, ce petit sigma est élevé au carré pour rappeler que c'est la somme des écarts au carré. Alors, pour le calcul de la variance, nous devons utiliser une méthode simplificatrice. Alors, vous avez ici la démonstration. Alors, la raison pour laquelle nous devons sortir la moyenne du symbole sommatoire, c'est qu'en pratique, pour chaque valeur de xi, nous devons calculer l'écart par rapport à la valeur moyenne, l'élever au carré. Cette moyenne étant souvent un nombre avec des décimales, si on veut garder toute la précision, nous devons encoder dans la mémoire de notre machine chaque valeur d'écart avant de refaire la somme totale. Si nous avons un grand nombre de valeurs de i différentes, donc un c relativement important, vous allez vite vous retrouver à la saturation de possibilités de calcul de votre machine. Si vous travaillez avec un tableur du type Excel, là, ça ne change pas grand-chose, mais puisque ces calculs doivent être effectués en classe avec calculatrice, vous avez tout intérêt à travailler avec la forme pratique de calcul, à savoir la somme des nixi carré divisé par l'effectif total n moins la moyenne au carré. Donc en pratique, nous allons rajouter, donc si je reprends l'exemple du lancer de 2 dés non pipés, vous allez rajouter une colonne supplémentaire, la colonne des ni fois xi carré. Donc ici, je peux déjà aller un peu plus vite puisque nous avons rajouté la colonne ni xi pour la moyenne. Je prends par exemple pour la valeur i égale 4, je prends le ni, donc le n4 qui vaut 12, fois le x4 qui vaut 5, je l'élève au carré, 5 au carré, 25, 25 fois 12, 300. Je refais ce calcul de nxi carré pour les 11 valeurs de i, je somme le tout, donc 16 plus 36, et ainsi de suite jusque 432, j'obtiens 5364. Je dois diviser cette somme d'nxi carré 5364 par 100 et retirer la moyenne calculée précédemment 6,92 au carré pour obtenir une variance de 5,75. Pour la note finale de l'examen, je vais pratiquer le même calcul. Donc, par exemple, j'ai 1 fois 10 au carré, 100. Pour la dernière valeur, 3 fois 35 au carré, 3675. La somme totale, 25 675. Je divise par 48 l'effectif total, moins 22,4 au carré. 22,4 était la moyenne. J'obtiens une variance de 33,32. Il est à noter que la variance n'est qu'une étape intermédiaire dans le paramètre de dispersion, puisque nous sommes en train de calculer une somme d'écart au carré. Ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir la racine carrée de cette variance, donc c'est le même symbole mais sans le carré au-dessus, et ce sigma s'appelle l'écart type. Donc,
Dans l'exemple 1, je reprends le calcul de ma variance, j'obtenais 5,75, l'écart type est de racine de 5,75, 2,4. Dans l'exemple 2, pour la note finale de l'examen, l'écart type est de 5,77. Je vois ici sur ma vidéo que j'ai une petite faute de calcul dans le sigma 2, donc ce n'est pas la racine de 5,75. Vous adapterez à l'exercice. L'avantage de l'écart type, il constitue un excellent testeur de dispersion. Il tient compte de toutes les données de la série statistique. Plus l'écart type est faible, plus il y a une forte accumulation des observations autour de la moyenne arithmétique, plus l'écart type est grand, plus l'étalement est grand. Notons cependant qu'il diffère de l'écart moyen absolu. Donc par exemple, dans l'exemple 1, l'écart type est de 2,40, dans l'exemple 2, l'écart type est de 5,77. L'écart moyen absolu, qui est le vrai écart entre les valeurs, mais qui est moins facile à calculer en pratique, est de 1,89. Et pour l'exemple 2, l'écart moyen absolu est de 4,78. On peut facilement comprendre cette différence. D'un côté, vous calculez une somme de carrés, et puis vous prenez la racine carrée d'une somme. La racine carrée d'une somme n'est pas égale à la somme de ses racines carrées. Voilà pourquoi il y a une différence entre les deux. Alors, nous avions travaillé en paramètres de position avec les quartiles. Nous pouvons donc ici utiliser les quartiles Q3 et Q1 pour calculer l'écart entre eux. On parle d'écart interquartile. On le note aussi delta Q. Et il vaut Q3 moins Q1. Dans l'exemple 1, le troisième quartile était de 9, le premier de 5, donc l'écart interquartile est de 4. Dans l'exemple 2, pour la note finale d'un examen, l'écart interquartile est de 7,9. Il est possible de visualiser l'information fournie par la médiane et les quartiles à l'aide d'un graphique appelé boîte à moustaches. Il s'agit d'un rectangle dont la base est égale à la longueur de l'écart interquartile. Le trait vertical intérieur correspond à la médiane. Le rectangle est prolongé à gauche et à droite par une même ligne jusqu'aux valeurs extrêmes de la série, donnant une représentation de l'étendue de la série statistique. Donc, on se retrouve avec un trait horizontal. J'ai noté X-min, mais X-min correspond toujours dans une série statistique à X1. J'ai noté X-max, qui correspond toujours dans une série statistique à XC. On vient placer sur cette étendue de série statistique les valeurs Q1, Q2 et Q3, et on représente le tout par un petit rectangle qui nous donne une idée de la représentation quart par quart. Donc entre X1 et Q1, vous avez 25% de la population. Entre Q1 et Q2, Q2 étant la médiane, encore 25% de la population. Entre Q2 et Q3, 25%. Et les derniers 25% entre Q3 et XC, qui est Xmax. Donc, dans notre exemple 1, je représente cette petite boîte à moustaches comme ceci. Les valeurs s'étendent de 2 à 12. Q1 vaut 5. La médiane 7 et Q3 9. Dans l'exemple 2, sur la cote finale d'un examen, les cotes évoluent de 10 à 35. Q1 vaut 18,3, la médiane 21,7 et Q3 25,2. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Cette partie du cours de statistiques descriptives est terminée. Elle se prolongera par un autre chapitre sur l'étude statistique à 2 variables. Ce sera l'objet de prochaines vidéos. À bientôt sur Mathérapie.